Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les romans gothiques. Oui, la première était interminable, il a fallu que je coupe en deux et je vous mets le lien ici. Dans la première partie, j'ai expliqué un peu ma définition du roman gothique, qu'est-ce que je considérais comme étant gothique. Et dans cette partie-là, vous allez voir qu'on s'éloigne de plus en plus des romans typiques, des codes très stricts du début pour aller vers les romans gothiques plus modernes. J'ai également lu il y a peu The Hacienda de Isabel Cañas, qui, selon moi, reprenait très bien les thèmes du roman gothique. Et c'est un des très bons que j'ai lu depuis un petit bout de temps. Dans ce roman-là, nous sommes donc en 1830, nous sommes au Mexique, et on a une jeune femme dont le père a tout perdu, il a été tué, et elle se retrouve à la merci d'une de ses tantes, pour qui elle est un peu moins que rien, parce que sa mère était pas blanche. Donc, je pense qu'on voit ici le lien avec les problématiques, avec les anxiétés sociales desquelles on va parler. Elle se retrouve avec une offre incroyable de mariage qui vient avec une hacienda qui, elle, n'a pas tout perdu parce qu'on est pendant la révolution mexicaine, parce qu'il vivait d'alcool d'une genre de succulente. Il a fallu que je cherche des mots. Je vous avoue, je ne savais pas c'était quoi. Son mari n'est pas souvent là. Elle ne le connaît pas tant que ça parce qu'il part très souvent. Et elle se retrouve dans cette hacienda-là qui ne semble pas vouloir d'elle. Elle a une cuisinière qui n'est pas tellement contente de la voir. La sœur de son mari n'est pas tellement contente non plus parce qu'habituellement, c'est elle qui régnait sur cette hacienda-là. Et là, maintenant qu'il y a la Madame Maître, ben c'est plus le cas. Et il se passe des choses étranges. Elle va voir toutes sortes de choses apparaître et des messages lui sont clairement lancés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Pourquoi ça arrive? Nous ne savons pas. Et d'un autre côté, on a un jeune prêtre qui, lui, était un sorcier traditionnel autochtone mexicain qui est entré dans les ordres justement pour se cacher parce qu'il les tuait à ce moment-là, donc il voulait se cacher, il est allé être prêtre, et qui revient dans sa hacienda de naissance pour aider les gens, mais qui décide aussi d'aider notre personnage principal parce qu'il voit des choses que d'autres ne voient pas. Dans ça, on a clairement des allusions au racisme, les anciennes traditions versus les nouvelles, la religion catholique qui veut assommer tout ce qui était là avant. Et on a aussi plein de références aux castes qui existaient quelques années avant parce que au Mexique, il y avait quand même des castes assez bien définies avec un ordre dépendant de à quel point tu étais blanc. Ouais. Moi, je ne savais pas. J'ai appris. Donc, on a tout ça là-dedans. Donc, c'est hyper intéressant. Et en plus, l'atmosphère est bien réussie. C'est glauque, c'est prenant. Il y a vraiment quelque chose de sombre et de pesant sur cette maison-là. J'ai beaucoup aimé ça. Autre roman qui se passe au Mexique, mais je crois à une autre période. On a Mexican Gothic que j'ai lu il y a quelques années en anglais. Donc, on est également au Mexique. Et cette fois-là, c'est une jeune femme qui est une socialite qui reçoit une lettre inquiétante de sa cousine qui semble avoir peur dans le manoir de son mari. Dans le manoir de son mari, il y a toute la famille et elle ne semble plus être vraiment elle-même. Quand notre jeune protagoniste arrive, ça paraît-tu que j'ai oublié son nom, on ne lui permet pas vraiment de la voir. C'est difficile de comprendre ce qui se passe et elle se sent aussi envahie par une atmosphère dans cette maison-là. Encore un roman dont l'atmosphère est bien réussie. Entre les deux, moi, j'ai préféré La Hacienda, mais il a été extrêmement populaire et j'ai passé un bon moment de lecture aussi. La fin, j'ai peut-être un petit peu moins trippé sur la fin. C'est peut-être pour ça. Quand je pense à un manoir étrange, je pense souvent à The Gargoyle de Andrew Davidson. C'est un roman que j'ai lu il y a hyper longtemps et qui avait vraiment une atmosphère sombre, oppressante, mais je sais pas si je le mettrais dans le fantastique ou dans le gothique. Mais il y a quand même un manoir parce qu'on a un personnage principal qui était très dépravé et dont la vie va changer quand il est brûlé complètement. Donc, c'est un grand brûlé qui recueille une jeune sculptrice dans un manoir, une maison étrange. Et cette jeune femme-là dit qu'elle l'a déjà aimé dans une autre vie et qu'ils sont appelés à se retrouver. Donc, on a beaucoup de voyages dans le passé. On doute de la réalité de tout ça, autant de ce que raconte notre jeune sculptrice que de notre héros qui est sous morphine, entendons-nous, il a été brûlé. Donc, on a le côté avec des émotions exacerbées qui prennent beaucoup d'ampleur. C'est pas tant la maison qui crée l'atmosphère. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre dans roman gothique. Je vous montre le livre, il est trop beau. Il faut le beau. On va continuer avec un de mes coups de cœur de 2007. C'est le 13e conte de Diane Setterfield. Et que j'avais aimé ça, ce roman-là. C'était au début du blog, puis je me souviens, j'avais pas dormi de la nuit, puis j'avais pensé 3 jours de temps. J'avais vraiment aimé ça. Donc, c'est l'histoire de Margaret, une jeune femme qui, elle, ne lit que des romans victoriens
d'auteur mort, idéalement. Sauf que soudainement, on a une grande autrice, Vida Winter, qui l'invite dans son manoir pour faire sa biographie. Et c'est une autrice qui se dévoile pas souvent, donc Margaret, elle va lire un livre de l'autrice parce qu'elle l'avait jamais vu. Tu sais, les auteurs pas morts, c'est comme pas vraiment son trip. Donc pour avoir l'air un petit peu moins folle, elle va lire les 13 contes, qui ne sont que 12, et elle va être envoûtée. Elle arrive donc dans ce manoir humide dans les Landes avec des vieilles bibliothèques poussiéreuses et une atmosphère qui est très très gothique, moins épeurante que vraiment imprégnée du passé. Donc Vida va raconter une histoire qui est complètement fantastique, avec un manoir en décrépitude, des mystérieuses jumelles, des domestiques et beaucoup d'ombre. Donc on a les deux histoires en parallèle parce que Margaret, elle, se questionne terriblement sur ce que Vida lui raconte. Et c'est bon, ça se lit tout seul. C'est tout plein d'histoires enchevêtrées, mais c'est quand même beaucoup moins noir que ce qu'on a dans plusieurs romans gothiques. On a l'atmosphère, mais on a moins ce sentiment de doom. Comment je pourrais traduire le mot doom en français? Tout va bien. On va s'éloigner des manoirs en décrépitude avec Beloved, qui, étrangement, possède quelques traits communs avec le roman gothique. Beloved, qui est un roman de Toni Morrison, c'est un roman que j'ai adoré également et que j'ai trouvé tellement dur. Ici, on est dans un tout autre thème et ce qui nous hante, c'est clairement l'esclavage parce que Beloved, c'est l'histoire d'un bébé qui a été assassiné par sa mère pour échapper à l'esclavage et son fantôme va revenir la hanter. On a donc des éléments surnaturels, un endroit qui est clairement rempli de mauvaises ondes et une histoire du passé qui revient hanter le personnage principal. Dans ce sens-là, je trouve que c'est un peu gothique. On a également l'ombre de la plantation, c'était Sweet Home en anglais, parce qu'il paraît que le maître écoutait ses esclaves. Bonne blague. Puis il y avait aussi la maison de sa belle-mère, Baby Suggs. Il y avait une adresse qui était associée à ça. On a quand même un setting là, qui est pris dans certains lieux, dans une certaine époque. C'est un roman qui est extrêmement difficile. Ça parle de la maternité, comment on se sent par rapport à ses enfants quand on sait qu'ils peuvent être vendus, qu'ils peuvent nous être arrachés n'importe quand. Tout le monde est extrêmement marqué par tout ça et par ce qu'ils ont vécu. Et on a aussi cette pensée qui est normale, mais qui ne l'est tellement pas. Mais ces remarques-là qui sont là tout le temps, c'est comme si on nous tapait à chaque fois. C'est un roman qui est très, très fort, puis Toni Morrison a une écriture qui est capable de nous amener là où on n'aurait pas pensé pouvoir aller. Parce que si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre qu'elle, je suis pas sûre si j'aurais été capable de lire ce propos-là. Si vous ne l'avez pas lu, sincèrement, il vaut la peine. Est-ce que je l'ai mis là juste pour que vous lisiez? Ça se pourrait. Mais oui, il y a un côté gothique quand on capillotracte un petit peu. Je vais vous parler d'un roman d'Andrew Taylor qui s'appelle Le Diable danse à Bleeding Heart Square. C'est un roman qui se situe entre deux guerres en 1934 en Angleterre et on a une jeune femme qui fuit la haute société anglaise et son mari violent pour se réfugier dans une pension à Bleeding Heart Square, dans une maison qui est quand même assez lugubre et qui semble cacher plusieurs secrets. Il y a une pensionnaire qui est disparue, il y a quelqu'un qui a l'air à l'espionner. Il y a même des cœurs en décomposition qui arrivent. Donc, ça va pas vraiment bien. On a vraiment cette atmosphère de maison un peu maléfique. Ce roman-là avait reçu d'excellentes critiques à sa sortie. Moi, je l'ai lu en 2011 et je pense que je l'avais pas lu tout de suite. J'avais dû recevoir son service de presse, puis des fois, c'est un peu long. Moi, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un bon moment de détente, un bon divertissement, mais qui avait quand même des longueurs, puis il y avait des personnages qui étaient un peu manichéens. Par contre, on a une atmosphère qui est bien réussie, on est dans les années 30, on se sent dans les années 30, on voit un peu la montée du nazisme, même en Angleterre, avec ses idées assez horribles et son antisémitisme normal. Donc ça, c'est là, en arrière-plan. C'est hyper facile à lire et on a un personnage principal qui décide de se libérer de ces carcans de la haute bourgeoisie pour avoir un peu de liberté. Mais est-ce qu'elle va payer le prix de ça? C'est ce qu'on va voir dans ce roman-là. Ça se lit vraiment tout seul. C'est super facile à lire pour passer un peut-être 2 bons après-midi. J'en garde pas un souvenir ému. Il a fallu que je retourne lire mon billet pour vous en parler, mais je me rappelais que c'était pas mal et que ça fitait un peu dans roman gothique. Un autre roman que j'avais lu à la même période, mais celui-ci, je l'avais adoré, c'est La Séance de John Harwood. On est cette fois-là à la fin de l'ère victorienne et on a une jeune femme qui s'appelait Constance qui a hérité d'un mystérieux manoir. Sauf que dès qu'elle en hérite, on lui dit « Vends-le. Vends-le parce qu'il est maudit ce manoir-là, il y a des gens qui ont disparu, il y a des propriétaires qui sont morts dans d'étranges circonstances. » Bref, c'est rempli de secrets.
Vous le voyez, le truc gothique, là? Il va avoir aussi un élément du passé, un mystérieux journal intime, et on va faire un parallèle entre deux époques. Moi, j'avais vraiment aimé ce roman-là. J'avais été menée en bateau pendant à peu près 250 pages. Puis je le mentionne parce que c'est assez rare que je vois pas tout de suite. Là, j'avais trouvé à la fin, mais j'étais un grand bout là, que j'étais dans le champ. Donc, il est question d'un manoir isolé, délabré, d'alchimie, de spiritisme, de secrets. On a une construction à plusieurs voies avec Constance, mais également avec des journaux, des documents, des témoignages, des séances. L'ambiance est hyper réussie. Je me rappelle d'une galerie qui semblait hantée. On se questionne tout le temps sur la santé mentale des personnages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'ils imaginent ça? C'était super bien fait. C'est un de ceux que j'ai préférés dans le genre de roman moderne qui se veut un hommage au roman gothique et victorien. Ça le fait vraiment. Bon, ceci dit, j'ai lu ça il y a plusieurs années. Est-ce que ça le ferait encore aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je vais garder mon souvenir. Puis là, je ne le trouve pas. Donc, je suis extrêmement malheureuse. Il va falloir que je le rachète. Maintenant, j'ai 2-3 romans jeunesse qui partagent certains codes avec le gothique. Je vais vous parler ici de Horrid de Catherine Olano, qui est un roman young adult où on rencontre une jeune héroïne, Jane, qui déménage dans la maison d'enfance de sa mère après la mort de son père. C'est une maison qui a encore toute une histoire et les gens du village ont l'air de dire que c'est une maison qui rend fou. Donc, si au début, elle tente de se faire une place dans ce petit monde-là, rapidement, elle va quand même subir de l'intimidation à cause de l'endroit où elle reste et elle va sentir qu'elle perd peu à peu contrôle sur ses émotions, sur ses réactions, sur ses sentiments. Et ça va s'amplifier encore quand elle va découvrir une mystérieuse salle qui devait être un rangement, mais qui en fait n'en est pas vraiment un. C'est un roman que j'avais bien aimé, comme souvent quand on a de la jeunesse ou des young adults, je trouve que ça aurait pu être poussé plus loin. Je trouve que les sentiments auraient pu être davantage explorés, avoir plus de dualité. Je n'aurais pris plus, dans le fond, pour avoir plus de densité, de profondeur. Et ça, là, je pense que je vais dire ça pour tous les romans jeunesse à l'atmosphère gothique. Ceci dit, je ne suis pas la cible, c'est peut-être un peu normal. On a ici Lake's Edge de Lyndall Clipstone. Je ne sais pas s'il a été traduit, celui-là, mais on est clairement dans une atmosphère gothique, encore une fois. J'avoue que ce roman-là, je l'ai vraiment moins aimé parce que j'ai trouvé l'héroïne insupportable. C'est le genre d'héroïne qui veut se sacrifier pour le bien de tout le monde sans arrêt. C'est comme ça tout le temps. Pourquoi j'en parle? C'est parce que, oui, les 3/4 du roman traînent en longueur, mais la fin est pas mal, même s'il me semble que ça s'arrêtait vraiment brusquement. Et on a surtout vraiment une atmosphère gothique. Ça fait plein de fois que je dis vraiment. Donc, c'est l'histoire de Violetta et de son jeune frère. Son jeune frère n'est pas très bien accepté parce qu'elle doit le protéger vu qu'il semble avoir des capacités reliées au mal avec un grand M. Il fait des rêves, si je me rappelle bien. Sauf qu'à un moment donné, dans une fête du village, il va être repéré par un mystérieux lord qui va l'emmener dans son manoir maudit. Et c'est dans ce manoir-là où on a vraiment l'atmosphère qui est gothique parce que il est vraiment creepy, il se passe des choses étranges, on entend des voix, puis il y a un lac qui semble vouloir l'engloutir. Alors ce côté-là est bien réussi. C'est dommage parce qu'il y avait de très bonnes idées, mais moi je trouvais que la réalisation était un peu so-so. Mais si ça vous tente, si ça vous intéresse, si vous avez des plus jeunes, ben il y a ça. Ce roman-là, Le Sanctuaire d'Emona, je suis pas vraiment certaine que ce soit gothique. J'ai d'ailleurs écrit à Alexandra pour qu'elle me dise si elle pensait que ça pouvait fitter avec son roman. Mais pourquoi j'ai senti qu'il pouvait avoir sa place dans les romans gothiques, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, on se retrouve dans une forêt avec une maison qui semble avoir de l'emprise sur nos deux jeunes protagonistes. Et on a vraiment un univers qui est très organique, avec des mystères, avec des secrets. Et on a clairement des mythes et des références en arrière-plan. Donc quand on parle de prophétie, je trouvais que ça fitait quand même, par certains aspects. On a notre personnage principal qui s'appelle le Séléné, qui ne vit que pour son compte Instagram. Et de son passé, elle ne garde qu'une mystérieuse cicatrice en forme de croissant de lune sur le poignet. Ou une marque. En tout cas, de quoi en forme de croissant de lune? Ben, elle s'appelle Séléné, tu sais. On se doute qu'il y a quelque chose. Alors, il décide de partir avec son grand frère, la blonde de son grand frère et la petite sœur de la blonde de son grand frère en Australie. Sauf qu'ils vont pas se rendre en Australie, vu que Séléné va se retrouver prise avec Irina, qui est la petite sœur de la blonde de son grand frère, il faut suivre, en plein milieu d'une forêt en Slovénie. On a deux jeunes filles qui sont très différentes, une qui est plus dans la divination, elle fait des santons magiques, et une autre qui vit sur Instagram. Donc c'est pas l'amour au premier regard, elles vont pas s'ouvrir l'une à l'autre non plus, mais alors elles auront pas le choix, elles vont apprendre à se connaître parce que quand ils arrivent dans la maison,
toutes seules avec leurs autres et qu'il se passe toutes sortes de trucs très, très étranges, ben, ils n'ont pas vraiment le choix de travailler ensemble. Donc, on a une belle histoire d'amitié dans ça. Et comme toujours avec Alexandra Kochelik, on a une très belle écriture poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vais clairement lire la suite de ce roman-là. En fait, je vais tout lire ce qu'elle écrit. Mes cheveux sont vraiment laids. Je sais pas si je vais réussir à monter la vidéo avec des cheveux aussi laids. Si on prend aussi La figure de la maison, un roman très très récent qui est Gallant de V.E. Schwab, qui est l'histoire d'une jeune fille dont la mère est décédée et ce qu'elle a comme consigne, c'est qu'il faut qu'elle reste loin de Gallant. Bien entendu, ça se passera pas comme ça parce qu'un jour, un message arrive comme de quoi il faut qu'elle se présente à Gallant et elle décide d'y aller. Quand elle va arriver là, elle va se rendre compte que la maison est particulière, comme on voit ici, elle semble avoir une ombre maléfique. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les légendes de famille? Qui est-elle vraiment? C'est ce qu'on va explorer dans ce roman jeunesse. J'ai bien aimé. On a une atmosphère qui est vraiment sombre. On a un vrai méchant et on a une héroïne qui est endurcie. Elle ne peut pas parler, d'ailleurs, donc elle ne va pas vraiment s'exprimer, ce qui ne va pas aider aux relations avec les autres, bien entendu. Il y a certains moments crève-cœur, mais j'ai trouvé la finale un petit peu rapide. En fait, j'aurais aimé que ça soit davantage étoffé. J'ai de la misère à dire ça s'adresse à qui. C'est écrit comme si c'était middle grade, mais il y a quand même des trucs qui sont rough pour les jeunes, fait que je sais pas trop. Et ce roman-là est plein d'illustrations qui sont quand même assez creepy. J'ai oublié de vous parler de la série des Ferrailleurs d'Edward Carey parce qu'il est là. Je me rappelle l'avoir eu en SP, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est dur, ma vie, de ne pas trouver mes livres ces temps-ci. Croyez-moi, je vis vraiment une horreur. Cette fois-là, on est dans un dépotoir avec une famille de ferrailleurs qui, eux, récupèrent toutes sortes de choses et quand ils naissent, ils se voient attribuer un objet à la naissance. Et si je me rappelle bien, notre personnage principal avait reçu une poignée de porte ou une bonde de bain. Je ne sais plus, mais en tout cas, il avait reçu de quoi d'aussi étrange que ça et il le traîne tout le temps. Il ne faut jamais qu'il s'en sépare. Notre personnage principal, lui, il a la capacité d'entendre tous les objets de la maison. Sauf qu'à un moment donné, sa grand-tante va perdre son objet à elle. Je pense que c'est ça, c'est la poignée de porte, elle. Puis lui, c'est la bonde de bain. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Et à ce moment-là, au lieu de répéter sempiternellement le même nom toujours, les objets vont se mettre à parler et ça va ouvrir d'autres portes. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? En parallèle, on a Lucy, qui est une jeune fille qui a été élevée dans le quartier et qui, elle, est serviteur dans cette maison-là, qui a quand même une atmosphère assez oppressante pour elle. Pour lui, pas tant. Ils ne devraient pas se rencontrer, mais ils vont se rencontrer, même si c'est interdit. Et voilà. Moi, je n'ai lu que le premier tome, que j'avais beaucoup aimé, parce que dans ce tome-là, on prend vraiment le temps pour bien installer l'atmosphère. Ça m'avait fait l'idée d'un mélange entre Dickens puis Tim Burton. Vous voyez le mix? Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faudrait que je continue la série. Je manque un truc. Parce que Edward Carey, j'aime bien ce qu'il fait habituellement. Mais je pense que Cédrina, elle, avait lu toute la série, donc elle pourrait vous en parler mieux que moi. Si on étire vraiment l'élastique, on pourrait aussi entrer dans cette catégorie une partie de la Maison des Feuilles, c'est-à-dire la partie qui se déroule dans la maison. Ceux qui ont lu comprendront. Ce roman-là, je ne vais pas vous l'expliquer ici, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais essayer de mettre le petit lien. Donc, on a une maison qui est bigger on the inside. Et ce n'est pas le Tardis. Et elle change, et à toutes les fois qu'on va explorer, elle change encore et ça devient énorme, un vrai labyrinthe. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que je me suis mis en mode détective pour trouver les Easter eggs et tout ce qui se passait dans tout ça. Mais dans ça, la maison des Nevison a clairement des traits communs avec les manoirs gothiques, en ce sens qu'il y a quelque chose qui semble un peu malveillant dedans. Et ça a une influence sur la santé mentale des personnages. Ça va exacerber toutes les émotions, ça va les envahir, il va y avoir une obsession qui va se créer et il va vraiment avoir des répercussions au quotidien. Si vous voulez lire ça, c'est possible de lire juste une partie. Plusieurs de mes amis ont lu uniquement les Nevison Records et ont lu quelques notes de bas de page, mais pas toutes, parce que des fois, les notes de bas de page ont plusieurs pages. Et on a vraiment une mise en page particulière, plusieurs typos. C'est vraiment spécial comme roman. Mais si vous voulez voir la partie plus gothique, il y a moyen de le lire. Mais si vous faites ça, je vous conseille de l'emprunter parce qu'il coûte cher pour lire juste ce bout-là. On va maintenant passer au roman où il n'y a pas tant une maison à l'atmosphère pesante,
mais une situation pesante qui a quand même de l'emprise sur les personnages. Et quand je les ai lus, là, je me suis dit, ils font vraiment gothique. Mais quand j'analyse avec les critères des spécialistes, voire même les miens, on dirait que ça fit moins. Mais vous allez voir. Je vais vous parler ici de L'ombre du vent que j'avais adoré. Je l'ai lu en 2006 ou 2007. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, ce roman-là. Il faut savoir que ça a l'air gros comme ça, là, mais c'est une écriture qui est extrêmement accessible. Ça passe tout seul et on est avec un jeune garçon. On est en 1945, Barcelone, l'après-guerre. On voit quelle période s'en vient. Donc tout ça, c'est extrêmement oppressant. Et de génération en génération, dans cette famille-là, ils se rendent, le père et le fils, dans un endroit mystérieux, le cimetière des livres oubliés, où ils doivent adopter un roman. Là, notre jeune enfant qui s'appelle Daniel va tomber sur un roman qui a été écrit par un certain Julian Carax, je vais le prononcer à la française, je ne sais pas comment dire le X en catalan. Ce livre-là s'appelle L'ombre du vent et il semble y avoir de curieuses coïncidences entre la vie de l'auteur, le livre et la vie de Daniel lui-même. Si vous êtes quelqu'un qui aime les livres, qui parle de livres, sincèrement, c'est pour vous. On est à Barcelone qui devient pratiquement un labyrinthe quand Daniel part à la recherche de tout ce qui pourrait avoir un rapport avec cet auteur-là et ses livres parce qu'il semble disparaître mystérieusement. On a un mix de fantastique et de romans d'apprentissage parce que notre jeune Daniel, il est à l'adolescence, il est à la croisée des chemins et il se connaît pas vraiment, il sait pas où est-ce qu'il veut s'en aller. On a des intrigues entremêlées, la vérité qui va se révéler petit à petit, une chasse pour trouver quelque chose en particulier. J'avais vraiment aimé ce livre-là. J'ai lu d'autres romans qui se situent un peu dans le même univers par le même auteur, mais j'avais moins accroché. Lui, c'est vraiment celui-là qui m'avait pris par le cœur. Le roman dont je vous ai parlé il y a peu, La Dame numéro 13 de José Carlos Somoza. Ici, il y a une certaine maison avec une lumière verte dont le personnage principal rêve, mais on n'est pas pris dedans. On n'a pas le sentiment de claustrophobie dans ça. Par contre, on sent qu'il y a une malédiction, on sent qu'il y a une emprise sur les personnages et peu importe où ils vont, même s'ils sont sortis de la maison, ils sont toujours à la merci de ces entités-là. On a des légendes, on a les fameuses 13 dames, des prophéties. On se questionne à savoir si nos narrateurs sont fiables à plusieurs moments. Et on a vraiment ce sentiment d'oppression, ce sentiment qu'il va se passer quelque chose dans ça. Bon, ça fait vraiment longtemps que je parle, donc je ne vous expliquerai pas en détail, mais je vous mets ici le lien vers la vidéo où j'en parle. J'ai-tu fait une vidéo qui en parle? Il me semble que oui. Mais quand je l'ai fini, j'ai dit, oui, on a de l'horreur du gothique, genre réalisme magique, mais dark. En tout cas, on est dans ces vibes-là, même si on n'a pas en soi une maison et une atmosphère fermée et un huis clos. Finalement, dernier roman où on a certes un endroit où il se passe des choses étranges, on a un manoir où habite une certaine famille qui semble avoir des rites particuliers, mais on reste pas là-dedans nécessairement. Et je parle de Notre Père de nuit de Mariana Enriquez. Je crois aussi avoir parlé de ce roman-là en vidéo très fréquemment. Moi, ça a été mon coup de cœur de l'année dernière et il a gagné le prix des libraires du Québec d'ailleurs. On a une relation entre un père et un fils. Lui avait des pouvoirs extrêmement puissants et il décide, pour ne pas que son fils, qui semble avoir des pouvoirs encore plus puissants, tombe à la merci de certaines personnes, de s'enfuir. Donc, on a cette relation père-fils, un père qui veut protéger son garçon, mais qui, à la fois, est tellement blessé par tout ce qu'il a vécu et est tellement pris dans l'urgence qu'il y a des réactions parfois qui sont violentes et qui sont difficiles à comprendre. Donc oui, on a la relation père-fils, mais même si on n'est pas toujours dans la fameuse maison, dans les fameuses maisons en fait, on a quand même la menace qui ne lâche jamais les personnages, peu importe où ils sont. Et c'est dans ce sens-là que je sens l'espèce de huis clos, l'atmosphère gothique qui se dégage de ce roman-là, qui est une bonne brique. C'est un roman qui est exigeant, mais sincèrement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc, si vous avez le goût de vous plonger dans ce type d'atmosphère, ça peut le faire. Bien entendu, cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Je pense à plusieurs romans dont j'ai entendu parler, d'autres que j'ai lus, que si on tire un peu, ça pourrait fitter. Genre Piranesi de Susanna Clarke pourrait un peu tomber là-dedans. On a genre un lieu mystérieux qu'on comprend pas bien. Il semble avoir des choses de l'extérieur qui influencent ce lieu-là, mais c'est moins dark vu que le personnage est pas influencé tant négativement par ça. Il y a un côté naïf, donc je ne l'ai pas classé là-dedans, mais quand même.
Dans ce que moi je veux lire bientôt, j'ai ici Once Upon a River de Diane Satterfield, qui est celle qui a écrit le 13e conte. Il paraît qu'il y a un côté gothique là-dedans, mais je sais absolument pas de quoi ça parle. On m'a aussi souvent proposé des romans de Kate Morton qui auraient un côté gothique. Celui que j'ai lu, il fitait pas tant dans ça, mais il paraît qu'il y en a qui fit, donc mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai entendu parler aussi de l'historienne et Dracula qui fitterait dans cette atmosphère-là. C'est vrai, je l'ai. Faudrait que je le lise, mais en tout cas, la référence est assez claire. Il paraîtrait aussi que dans la série The Diviners de Libba Bray, il y ait des éléments gothiques, et dans un roman de Sarah Waters qui s'appelle The Little Stranger. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais je vais clairement aller le lire bientôt parce que je me suis hypée moi-même, et cette autrice-là, j'adore ce qu'elle fait. Est-ce que vous avez lu Fingersmith? Je vais vous en parler dans les romans historiques victoriens peut-être un peu plus tard, mais j'avais tellement aimé ça. Dans les atmosphères, elle est excellente. Bon, je suis encore repartie, donc je vais arrêter. N'hésitez pas à me donner d'autres idées dans les commentaires. Je suis toujours preneuse, même si ça ne fit pas exactement. C'est pas grave. Vous voyez le type d'atmosphère que je recherche dans les romans que je dis gothiques. Encore une fois, un pouce, ça fait plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye bye!